moins 1, ça fait 8. On est là. Et à ce moment-là, ici, qu'est-ce qu'on veut? Nous, c'est alpha qui vaut 5%. Donc, la demi-aire, elle est de 0,025. Et pour n égale 8, ça fait 2,306. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que je fais, dans la table, on cherche la proba que t soit supérieur à z', qui est égal, du coup, à alpha sur 2, égale 0,025. OK? Ça sera marqué après sur la feuille. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions là sur ça ou pas? Est-ce que ça va trop vite ou pas? Ça va trop vite, c'est bon? Bon, le rythme a l'air d'aller. Alors, Z', c'est 2,306. OK. Donc, on trouve les bornes. Donc, les bornes sont, là, je vous les mets pour vous, vous n'êtes pas obligé de le remarquer. Le Xn, c'était 610,2, je crois. 610,2. Plus ou moins Z', c'est 2,306. L'écart type sans biais, il est de, on a dit tout à l'heure, il est parti 111,53. 111,53 divisé par racine de 9. OK? D'où un IC à 95% égale à... Alors là, je vais faire mon tableur. Donc sur un tableur, ce que je fais, c'est que je calcule... tiens, j'ai un tableur encore plus performant qui a répondu. Marine, tu as fait ce calcul-là, là? Exactement. Ah, ils sont pas d'accord. Alors attends, je vais le faire à part aussi. 610,2. OK. Et ensuite, je vais calculer donc 2,306 fois 111,53 divisé par 3. OK, alors ensuite, je prends la moyenne, je retranche l'écart, et après j'ajoute l'écart. Et alors moi j'ai 524, j'ai plutôt ce cas R1. Alors est-ce que les 53 là changent beaucoup? Je pense pas. Marine, t'as bien pris 2,306 aussi? Est-ce que tu as divisé par 3 aussi? Et non pas autre chose, tu vois? Donc en tout cas, je suis plutôt sur R1 qui on trouve. Alors moi je trouve ça. 524, on va garder une décimale, 0,5 et 695,9. Sachant que tout à l'heure, on avait trouvé forcément un truc plus gros, hein, de 20 mm. Donc en gros là, t'es un peu mal barré parce que l'idée c'est que les gens arrivent, ils disent bon, je t'ai fait des trucs dans les nuages, je t'ai mis des iodure d'argent, ouais, déjà calme-toi un peu, hein, la pluie elle tombe ou elle tombe pas, faut arrêter là. Mais bon, ok, donc les gars ils ont mis n'importe quoi dans les nuages et ils disent ça marche. Les gens disent écoutez, on fait les moyennes, on tombe sur 610. Ah, tu prends n'importe qui dans la rue, tu dis alors ça marche ou pas? Il va dire oui, si la moyenne c'est 610,
ça a pris 10 millimètres en moyenne, ben, ça augmente de 10 millimètres du coup. Ben oui, mais non, parce que c'est l'aléa. Là, tu pars du principe que tes 9 années, ça te donne toute l'information exacte, que c'est parfait, il n'y a aucun aléa. Alors, je peux te dire que dans la vie, il y a des aléas, il n'y a que ça, tout le temps. Donc, effectivement, ça n'est pas satisfaisant comme réponse. Donc, un premier truc déjà, c'est de dire, attendez les gars, déjà rien que si on met un intervalle de confiance à la moyenne à 95%, si on fait les choses bien, c'est-à-dire qu'on arrête de dire qu'on savait l'écart type et qu'on fait donc la deuxième question exprès, voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Sur 9 ans, vos mesures, voilà ce qu'elles disent. Elles disent, bon, après, à 95%, c'est-à-dire qu'après, si tu montes à 99%, l'intervalle, il va être de plus en plus grand. Mais déjà, rien qu'avec un risque d'erreur de 5%, qui est pas rien, l'intervalle, c'est entre 524 et 695. Excusez-moi les copains, c'est pas démontré que c'est au-dessus de 600, comme ça, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'hallucinant, quoi. La moyenne pourrait très bien être de 600, comme attendu. Voilà. La moyenne, elle est là-dedans. C'est tout ce qu'on sait. Voilà. Ok. Ok, Marine, tu as vu la racine, très bien. Parfait. Alors, ensuite, on part sur le test. Sauf que, alors, pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'il faut faire ça? D'accord. Défilement continue. On y est. Alors, maintenant, on part sur le test, qui est la question 3, qu'on va faire après la pause, qui arrive un peu tard, mais elle arrive quand même. Et donc, pause. Monsieur, monsieur,
Ok, alors on est de retour. Pour la question 3, qui est un test. Alors, en quoi consiste le test? On a des relevés qui sont effectués, ce qu'on a vu sur 9 ans, on avait les chiffres, etc. Mais par contre, les habitants de la région, ils disent, écoute, nous, ça fait 50 ans qu'on est là, on a l'habitude que c'est 600 mm par an. Et puis, de toute façon, même si t'es pas content, pour nous, c'est 600 mm, on pense que c'est ça de base, donc voilà, on est content avec ça. Donc, ils pensent que ça, c'est ce qu'il pleut par an, sans intervention particulière. Ensuite, ils affirment que le niveau moyen n'a pas changé, ce qui est tout à fait possible quand on voit les intervalles de confiance. Okay, la question, c'est est-ce qu'ils ont raison ou pas? Et donc, dans les tests statistiques, surtout, si vous avez une hypothèse nulle H0, d'accord, contre une hypothèse H1, est-ce que on doit rejeter leur hypothèse? Alors là, il faut choisir. On doit choisir les hypothèses. D'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un test bilatéral, unilatéral à gauche, ou à droite? Alors, on pose H0, c'est la moyenne, c'est 600. Ok? C'est ça l'hypothèse nulle que l'on va tester contre quoi? Ben là, on va le tester contre, non, la moyenne est plus grande que 600. Pourquoi est-ce qu'on va faire un test unilatéral dans ce sens-là? Parce qu'on imagine bien que les faiseurs de pluie, ils sont pas là pour dire qu'ils ont fait moins que 600, d'accord? C'est des entrepreneurs, ils sont là pour vendre un produit, ok? Donc, on va la tester contre H1, qui est, non, la moyenne mu est strictement plus grande que 600. Alors, là, on est dans un test statistique. Le tableau, c'est à peu près les mêmes. Ça change un peu. Et on va calculer une probabilité critique. Donc, on va calculer une probabilité critique sous H0. Alors, la statistique, donc là vous avez dans les tables la même répartition. Ah, je vais allumer parce qu'on voit pas grand chose. Alors, on a la répartition, on a le tableau suivant, la répartition selon ce que valent les statistiques de test, d'accord? Avec les suppositions normale variance connue, normale variance inconnue, Bernoulli, et sinon carrément on ne sait rien à part la variance. Bon. Alors, on est une fois de plus dans normal et variance connue. Ok? Donc, les xi sont de loi n
mu 100 carré. Ok. La statistique de test est T qui est égal à xn bar moins... Alors qu'est-ce qu'on met là? On met la moyenne qui provient de H0. D'accord? L'hypothèse, c'est que la moyenne, c'est 600. Donc on met 600. Vous voyez la différence? Là, il faut bien noter ça. C'est pour ça qu'ici, il y a marqué mu0. OK? Et il faut bien voir la différence avec un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance, ce que l'on met ici, c'est xn bar. Enfin, même rien, enfin, c'est mu, pardon. C'est mu qu'on ne connaît pas. D'accord? Pour ensuite approcher avec le xn bar. Là, on met un vrai chiffre. mu0, qui est ce que l'on attend sous l'hypothèse nulle H0. Maintenant qu'on a ça, c'est xn bar moins 600 divisé par sigma, donc c'est 100, sur racine de 9. Qu'elle appelle xn bar 9. Ok. Et on sait que t suit moins n01. La probabilité critique est la probabilité sous H0 que T, donc comme on veut tester que la moyenne est strictement plus grande que 600, c'est un test unilatéral à droite, et là on sait que dans ce cas-là, on est en train de tester le fait que xn bar soit supérieur ou égal à la réalisation de T, qu'on n'a qu'à appeler petit t, où T est la réalisation de T. Donc ça veut dire, c'est-à-dire que T, c'est, là il ne manque pas grand-chose, il ne manque plus que lui, donc c'est x9 bar moins 600 sur 100 divisé par racine de 9, d'accord? Et ça, c'est 610,2, je crois, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. C'est la moyenne empirique, donc c'est ça, 610,2 moins 600 divisé par 100 divisé par 3. Ok, alors ça, on y va. Calculer ça, divisé par 100. Ok, et ça, fois 3, 0,306. Ok? On a la probabilité critique proba que H0 T soit supérieur à 0,306 est environ égal à donc quelle est la probabilité que T soit strictement plus grande que 0,306. Et ça donne, dans les tables, là on est sur une loi N01. N01, on n'a pas trop ce qu'on veut. Alors, à la limite, on peut faire comme ça.
Ça, c'est égal. La proba que t soit plus grand que 0,306, ça, c'est 1 moins la proba que t soit inférieur ou égal à 0,306. OK? Et donc ça, c'est à peu près 1 moins. Et là, il faut aller voir dans les tables. J'ai partagé les tables ou pas? Ouais, ça y est. Donc là, j'ai fait une petite ruse de calcul que vous verrez apparaître tout à l'heure. Et maintenant, je vais chercher 0,306. Alors Z, 0,306. Ça fait 0,64. 6406. Bon, c'est énorme ça. Hein, donc 1 moins ça. Ah oh, ça va pas ça. Alors attends. Ah ouais. D'accord, merci. Alors tu dis 0,3. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ok, on prend 31. 62, 17 alors. Ok, merci. 62, 17. Hop. Environ égal à 1 moins 0,62, 17. Ok. Très bien. Et on repasse sur l'écran. Ok. On trouve ça. Alors ça, c'est à peu près égal à quoi? Alors, on met un 3 là, c'est ça. Après, il faut un 8. Après, il faut un 7 alors, c'est ça. Une fois qu'on a fait un 7, il faut un 3. C'est bon ça? Ça ressemble à quelque chose de correct. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Là, PC, c'est 0,3783. C'est bien plus grand que le risque de 0,05. OK? Donc, on ne rejette pas H0 au risque d'erreur de 5%. OK? Je résume ce qu'on a fait. On a d'abord identifié les hypothèses. Donc, c'est-à-dire, l'hypothèse nulle, c'est toujours assez simple. Hein, c'est la moyenne sur laquelle quelqu'un est en train de faire un pari, hein, de dire, ben moi, je pense que c'est 600 la moyenne. Enfin, en tout cas, c'était 600. Est-ce que la moyenne, c'est plutôt 600, ça n'a pas bougé, ou est-ce que c'est strictement plus grand? Donc là, on choisit la latéralité du test. Ça, choisir ça, il y a un choix à faire. Il est logique, d'accord? C'est pas mathématique, c'est lié à la vie, quoi, d'accord? Donc là, les faiseurs de pluie, il faut comprendre que ce qu'ils veulent, c'est que Mew soit strictement plus grand que 600. Si vous avez une bataille entre les paysans qui veulent pas forcément dépenser de l'argent pour rien et eux qui veulent vendre un produit, ben vous avez ceux qui disent, écoute, ton truc, il a rien changé. Encore, ils sont sympas parce que ça pourrait être pire, d'accord? Mais ils disent, écoute, nous, on pense que ça n'a pas bougé. Et eux, ils disent, écoute,
Moi, je pense qu'on est au-delà de 600. Ok. Donc, il y a une bataille qu'il faut identifier. La bataille, c'est celle-ci. Ok. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va rejeter H0 ou pas? Ok. Maintenant, on regarde si on rejette H0. Là, on sait que la loi est normale et pour simplifier, on a la variance. Si on n'a pas la variance, ça c'est comme tout à l'heure, on refait exactement la même chose, sauf que T ne suit plus une loi N01, elle va suivre une loi de student, et donc les calculs vont un peu différencier. Je ne crois pas que ce soit demandé dans l'énoncé de le faire, donc voilà. On reste pour l'instant sur N01. Vous identifiez la statistique qui est là. Donc ça, c'est dans les tables. Xn bar moins mu0, qu'est-ce que c'est ça? Divisé par sigma sur racine de n. Ok? Ça suit une loi N01. Et la probabilité critique, c'est la probabilité dans ce cas-là, comme on a un test unilatéral, comme ceci, c'est la probabilité que H0 soit strictement plus grand que T. Que grand T soit strictement plus grand que petit t. Pardon. Donc, pour calculer ça, comme on sait que grand T suit N01, vous devez calculer le petit t. Le petit t, ça n'est que la réalisation, c'est-à-dire vous remplacez les variables aléatoires ici par ce qui s'est produit sur votre échantillon. Votre échantillon de 9 années, le X9 bar, il est de 610,2, ça vous fait un petit calcul. Vous calculez cette probabilité grâce aux tables. Attention, selon comment sont faites les tables que vous regardez, il faut faire des petites manipulations comme ceci. On trouve un truc, on regarde. Est-ce que c'est plus petit que le risque ou pas? C'est tout. Si c'est plus petit que le risque, il faut réfléchir un peu, mais c'est normal qu'on rejette H0, ce qu'on a vu en CM. Maintenant, si c'est plus grand que le risque, il n'y a aucune raison de rejeter H0, toujours pareil, au risque d'erreur de 5%. Donc là, on a ça, c'est bien plus gros, parce que c'est 37%, c'est bien plus gros que le risque, d'accord? Donc en gros, ça vous dit que sous H0, la proba que ces variables aléatoires soient strictement plus grandes, d'accord, que le 600, c'est 37%. Quoi. Ok. Donc bon, un risque d'erreur de 5%, non, ça peut très bien arriver, donc ça ne nous intéresse pas. Ok. Voilà. Donc, à la fin, vous concluez à votre test. On ne rejette pas H0. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Vous comprenez la petite nuance? On ne rejette pas H0. On n'est pas en train de dire H0 est vrai. Quoi. Voilà. On dit juste, écoutez, les mesures que vous avez faites ne permettent pas de dire que H0 est fausse. Voilà. Ça, justement, donc a priori, non, c'est tout à fait possible que H0 soit vrai. Enfin, en tout cas, en gros, ça dit quoi? Ça dit, écoutez, votre iodure d'argent, c'est pas fou, quoi. Hein. D'accord? Alors, je ne sais pas si j'avais mis... Ah voilà, j'avais mis le 4, question 4, c'est rigolote. Alors maintenant, le truc, c'est que ce qu'ils ont dit, je ne sais pas si on avait déjà dit dans l'énoncé, si voilà, les entrepreneurs, ils disaient, ouais, mais attends, nous, on dit carrément qu'on a augmenté de 50 mm le niveau de plus moyen. Donc, ils ont balancé quand même. Hein. Ils ont dit, voilà, nous, on fait ça. Ok, sauf que là, bon, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on peut rejeter ça? Ok. Donc maintenant, là, on s'est placé du point de vue des paysans ou des habitants, a priori. Et maintenant, on se place du côté des entrepreneurs. Donc la question 4, maintenant, on pose, on effectue le test de l'hypothèse nulle H0, qui est la moyenne des 9 années, c'est 650, contre H1, qui est donc l'hypothèse plutôt des paysans, qui vont dire, non, 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 ta moyenne, je te jure, c'est pas 650. Elle est moins, ok? Pareil, on est sur un test unilatéral, cette fois-ci à gauche, ok? À gauche, les lois sont toujours des gaussiennes
avec un écart type de 100. Donc, on est sur un truc un peu classique. On est sur la même démarche que tout à l'heure. Je ne sais pas combien de temps je dois vous laisser pour faire ça, comme on a déjà fait un peu tout à l'heure. Je sais pas, je mets 10 minutes, peut-être c'est un peu trop. On y va. 10 minutes, vous essayez de rédiger cette question convenablement.
Ok, alors c'est bon? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à me partager? Ok, d'autres personnes sont arrivées au bout? Ouais, possible, possible, possible. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il a fait? Que je vois comment ça a été fait. Ok, Mélanie, très bien. Question 4. On effectue un test de H0 contre, voilà, on va calculer une probabilité critique sur H0. Les xi sont de loi n. La statistique de test, c'est donc la même que tout à l'heure. Sauf que du coup, tu remplaces le 600 par 650. La statistique suit la loi N01. La proba critique, cette fois-ci, c'est la proba que grand T soit plus petit que le petit t. Ok. Et ensuite, on a ça. Et ça fait moins 1,194. C'est ce qu'avait annoncé, je crois, Marine aussi. Ouais. Ok, très bien. La proba critique, qui est ça. Et alors là, tu t'en sors en faisant une ruse comme ceci. 0,117. Et 0,117, c'est plus grand que le risque toléré qui est de 5%. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse. On voit qu'on était plus proche du rejet de l'hypothèse. Ok. Mais on ne rejette pas, quoi. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est que comprenez que je vais rédiger ce qu'a marqué Mélanie, mais la conclusion à la fin, c'est en fait, si tu te places du côté des paysans, tu ne rejettes pas l'hypothèse, et tu te places du côté du coup des entrepreneurs, bah, tu ne rejettes pas non plus, quoi. Voilà. Donc au final, là, ce test-là, malheureusement, avec les données qu'on a, ne peut pas dire grand-chose, quoi. Alors, on y va. Ça, c'est parce que le nombre d'années est trop petit. D'accord? N égale 9. Alors, on y va. C'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc, de toute façon, c'est ce qu'a fait Mélanie. Hein. C'est ici, les ici suivent des lois n mu 100 carré. La statistique de test. Et alors, cette fois-ci, c'est pareil, c'est t, vous prenez toujours x9 bar moins, mais là, au lieu de retrancher 600, vous retranchez 650 sur 100, qui est le sigma, divisé par racine de 9. OK? Et ça suit une loi normale, centrée, réduite. OK. La réalisation de t, c'est petit t, qui s'écrit donc 610,2 moins 650 sur 100 divisé par 3, c'est égal à, et là, je fais confiance au calcul, hein, de toute façon, c'est moins 1,194. Et donc, la probabilité critique, est la probabilité que grand T soit inférieur à petit t,
parce qu'on fait un test unilatéral à gauche. Le H1, c'est mu plus petit que 650. Donc là, ça va être t plus petit que petit t. Ça, c'est donc à peu près la probabilité que t soit plus petit que moins 1,194. En effet, le fait que t soit inférieur à un nombre négatif, c'est pareil que t soit supérieur au nombre positif, sa valeur absolue. Ça, c'est à peu près quoi? Être plus grand que 1,194. C'est donc 1 moins être plus petit, parce que souvent, ça va être dans les tables. OK? Donc là, on va partir voir les tables. « 1,194. Alors, il faut prendre le Z. Être en dessous de 1,194, ça va être en dessous de 1, alors malheureusement, on n'aura pas la bonne précision qu'on veut, donc on va prendre 1,2. OK? Parce que si on prend 1,19, ce sera plus petit. Il faut choisir quoi, entre l'un ou l'autre, quoi. Bon, de toute façon, ça va rien changer à la fin. Mais la proba critique, c'est environ 1 moins. Donc moi, je vais prendre 1,2 qui fait 0,8849. Là, il faut vraiment faire attention si le choix que vous faites entre l'un ou l'autre fait basculer du côté de la probabilité critique ou pas. Là, on voit qu'on n'a pas fait le même choix ici avec Mélanie. OK? Il faudra surtout réfléchir correctement si si c'est pas pareil. Alors là, 88,49. Bon, c'est à peu près quoi ça? Ça, c'est à peu près 0,12. OK? Voilà. Bon, de toute façon, hein, c'est 11 et quelques. Je veux dire, c'est plus grand. Donc, la probabilité critique est plus grande que 0,05 et on ne peut pas rejeter H0 au risque d'erreur de 5%. Voilà, donc c'est pas plus compliqué. Il y a un test dans un sens, il y a un test dans l'autre sens, et puis tu vois si tu peux le rejeter ou pas, quoi. Voilà. Bah, là, clairement, on ne peut pas rejeter ça. Donc, on n'avance pas, hein. Mais c'est comme ça. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Bon. Alors, on passe à l'exercice 4. Et la question 1, je ne mets pas spécialement de temps, donc je vous explique ce que c'est. Donc, dans un centre avicole, des études antérieures ont montré que la masse d'un œuf choisi au hasard, ça peut être considéré comme la réalisation d'une variable aléatoire normale, donc ça veut dire que là on est en train de supposer que la loi est normale, d'une moyenne m, donc on ne sait pas, et de variance sigma carré, on ne sait pas non plus. Okay, donc inconnu. On admet que les masses des œufs sont indépendantes les unes des autres,
On prend un échantillon de 36 œufs que l'on pèse. Les mesures sont données par ordre croissant dans le tableau suivant. Alors d'abord, il faut calculer la moyenne empirique et l'écart-type empirique sans biais de cette série statistique. Alors ça passe forcément par un tableur. Ok. Donc je ne mets pas spécialement de temps. Je vais le faire moi de mon côté et après on se rejoint. Ce serait bien que vous essayiez de le faire pour voir si vous arrivez quand même à avoir un résultat correct. Avec un tableur, ça servira en particulier pour les TP aussi. Allez, on y va. Ok, bon, alors, je vous laisse encore un peu de temps, peut-être. Bon, sur Google, ça peut aller vite. Hein. Il y a les fonctions. Après, si on ne connaît pas les fonctions, je laisse encore quelques minutes, je reviens.
Alors, quelqu'un a un résultat ou pas? Pour la moyenne empirique, au moins? Donc, n égale 36. On trouve xn bar qui est de... Alors, moi, j'ai 55,08 aussi. Alors, Axel, c'est pas possible 40,56. Parce que tu vois, tout simplement, on voit que tous les nombres là sont plus grands que 50. C'est-à-dire une petite faute de calcul. Mais c'est un moyen de voir. Hein, comme je vous le dis, hein, quand vous faites un calcul, regardez un peu la tronche des chiffres. Là, on voit que bon, on va de 50 à 63. Au milieu, c'est un peu du 53, 54, 55. On s'attend à avoir une moyenne qui est entre 52 et 57, quoi. D'accord? Enfin, voilà. Après, c'est dur de dire que ce sera forcément 55. C'est facile parce qu'on a le chiffre devant les yeux. Mais en gros, voilà. Alors, merci Amandine, 55,08. Et un écart type sans biais. Donc, j'ai mis n égale à 36, qui est égal à... Alors, avec Google, comme je vous l'ai dit, hein, pas de pub. Pas de pub pour Google et pour Discord dans ce cours. C'est 7,2. D'accord? Quelqu'un l'avait ou pas? Bon, on va mettre, de toute façon, c'est un arrondi. 7,2. C'est beaucoup, non? L'écart moyen, c'est 7,2. Aïe, aïe, aïe. Erreur de débutant. Vous voyez là? Il faut toujours essayer de réfléchir un peu à ce qu'on a là-haut. Parce que là, je dis 7,2. Comment tu veux que l'écart moyen soit 7,2? Puisqu'en général, ils n'ont pas 7,2 d'écart. C'est la variance. Et, d'accord, attention, hein. Attention moi en premier, hein, mais attention vous aussi un peu. 2,68. Là, ça parle mieux. Vous voyez ce que je veux dire? 7,2. Quand tu dis, attends, 7,2, tu es en train de me raconter que c'est l'écart moyen, alors que c'est plutôt l'écart que je vois entre, par exemple, 51, 41, et au contraire, tout à droite, 59, 30. Donc, c'est pas l'écart moyen, c'est presque même l'écart principal, tu vois. Le plus gros, quoi. Donc, je m'attendais à un écart moyen plus petit, quoi. En effet, quand on prend la racine carrée de ça, on est sur 2,68. Là, tu te dis, ah, un écart moyen de 2,68. Oui, là, d'accord. Là, c'est à peu près ça. Là, je suis OK. OK? C'est un peu un truc d'autocorrection, mais c'est important, hein, parce que les erreurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie, quoi. On en fait tout le temps. Hein, voilà. Donc, il faut arriver à les déceler, quoi. On peut pas ne pas les faire. Enfin, on peut, mais il faut se concentrer, mais il faut les déceler aussi. Allez. Vous avez vu, moi, j'arrête pas d'en faire des erreurs, de toute façon. Alors, bon, ça, vous êtes au courant. Alors, question 2. Donner l'intervalle de confiance au niveau 95% puis 98% de la masse moyenne M d'un œuf. Alors, évidemment, là, il y a 36 mesures, donc c'est chiant. Ah oui, c'est chiant de calculer la moyenne empirique et la variance empirique. Ah oui, ben oui. Mais une fois que tu as fait ça, soit par un logiciel, soit par un tableur, ben, ce qui est bien, c'est que par contre, normalement, tes écarts types et tes tests devraient être plus sympas parce que avec des bornes plus petites, donc les intervalles de confiance vont forcément être plus étroits, plus précis, et les tests, ils vont trancher. Hein, là, ça va commencer à rejeter des hypothèses, etc. OK? Voilà. Tandis que si ton n est trop petit, là, comme on avait tout à l'heure, n égale 9, c'est pas assez gros. Si c'est pas flagrant sur les mesures et que justement on voit que les mesures fluctuent un peu trop, etc., c'est pas bon. Par exemple, tout à l'heure sur la pluie, au final, on était avec des gens qui se battaient entre une moyenne à 600, puis après un autre test où la moyenne c'était 650. On fait une mesure, on trouve une moyenne empirique de 610, déjà, entre les deux, ok. Et en plus, on me dit, ah oui, mais alors en plus, l'écart type moyen, c'est 100. Ah d'accord, donc en plus, tu dis que quand il pleut,
une année sur l'autre, tu as 100 de différence. Donc, c'est-à-dire qu'une année, tu as 600, l'autre, tu as 700. Et c'est normal, puisque c'est l'écart typique. Donc on le voit pas là. Il faudrait que vous réfléchissiez, vous reprenez le CM pour voir un peu où est-ce que ça intervient, chaque chiffre. Mais le sigma intervient. Et plus ce sigma est gros, forcément, moins on va rejeter d'hypothèses parce que ça prend en compte l'aléa qui est en train de dire l'aléa est grand, donc on ne peut pas prendre des décisions, sauf si on avait suffisamment de précision. Donc, un truc pour casser l'écart type, c'est d'augmenter le nombre de résultats. Là, clairement, après j'arrête, mais sur les nombres d'années 9, alors qu'on avait un écart type énorme par rapport aux mesures, ben, n égale 9 n'est pas suffisant. On mettait un n égale 30, ce serait costaud, sauf que ben, vous imaginez bien que des entrepreneurs, ils vont pas faire un test sur 30 ans. Voilà. Sinon, ça fait... Hein, comment ils font? Il faut manger aussi. Voilà. Sauf que là, ben, les œufs, hein, on s'en fout, on pourrait même faire un test sur 50 000 œufs, quoi, voilà. Donc, ce sera plus sympa, normalement, je crois qu'on va arriver à des résultats plus précis. Voilà, c'est l'heure. Je sais pas trop, juste, le temps de réflexion, c'est OK ou c'est trop? Temps de réflexion. OK ou trop? Selon vous, petit sondage pour savoir. Je vais vraiment pas vite là. Mais en même temps, on est large. C'est-à-dire que selon moi, c'est comme ça que j'enseigne. Je trouve pas que faire du volume d'exercice est intéressant. Je trouve même que c'est comme quand on gave des oies, ça sert à rien, quoi. Bref. Donc, selon moi, on y va doucement. Et quand on a fini cette fiche, on a fini le TD. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas paniquant. Demain, c'est le dernier CM, si je dis pas n'importe quoi. On a quelque chose à finir, enfin, à commencer. C'est la régression linéaire simple. Ça durera 1h30. Ensuite, ce sera du TD. Ben, les TP, on va les avoir si ils nous laissent les avoir, quoi. Demain matin, on commence par le CM. 1h30 de CM. OK? Et ensuite, on fait 1h30 de TD. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'organisation. Donc, Léa, pour les TP, oui, c'est maintenu. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est les 3-4 mai, des trucs comme ça. Donc, normalement, on pourra reprendre. Voilà. De toute façon, l'épidémie l'an dernier, elle s'est arrêtée le 8 avril. D'accord? Donc, après, ça a baissé tout seul. On verra. C'est pas les mêmes variants, mais ce sera la même saisonnalité dehors. On verra si ça aura un lien ou pas. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on peut tabler sur que en mai, ils autorisent les TP. Oui, à mon avis, ce sera le cas. Maintenant, si jamais on est quand même confiné, ben, je sais pas ce qu'on fera. On fera pas de TP, certainement. Voilà. Tiens, les TP, c'est vraiment pas grave, hein, d'accord, c'est vrai. Ou alors, j'essaierai de réfléchir à un truc. Les TP, c'était plutôt pour faire une note sympa sur 6% de participation. Puis surtout, c'est plus culturel, c'est pour voir ce que l'on peut faire avec des gros jeux de données. Alors, maintenant, Laurine, est-ce que le présentiel va reprendre? Alors, le présentiel, il va reprendre à la fin du confinement. Et avant, je n'ai pas eu de réponse pour l'instant, car les textes de loi de ce que j'ai lu disent que le présentiel est autorisé pour du soutien pédagogique et jusqu'à 20% de la capacité de la fac. Et alors là, après, c'est les interprétations de chacune et chacun qui peuvent modifier des choses. Il y a aussi le discours, je l'ai vu, Macron a dit un élève vient un jour. Ouais, en fait, ça n'a jamais été comme ça qu'on a fait, d'accord? Donc c'est pas, donc c'est pareil. Quand il dit ça comme ça veut rien dire. C'est ce que tu veux dire qu'une personne peut être là qu'une journée, ou en fait c'est que c'est une moyenne, parce que en fait après c'est appliqué comme une moyenne sur la fac. Donc bon, ce qui fait qu'il y a des gens qui y passent la semaine à la fac. Donc tout ça c'est pas clair. Ce qui est bien, c'est que c'est pas clair
pour personne. Et comme je l'expliquais dans un mail, en plus, on m'a mis des convocations. Il faut que je convoque 3 jours avant. Ok, donc là les gars, il y a Macron, je ne sais plus quand est-ce qu'il a parlé. Ensuite, il y a le week-end de Pâques, d'accord? Et entre-temps, il n'y avait aucune nouvelle de l'administration. Donc, techniquement parlant, moi, je pouvais convoquer qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, ça ne marche pas. Donc, ils n'ont pas voulu que je reprenne. Donc, le présentiel, je ne sais pas. J'attends des nouvelles. En tout cas, le chargé de TD du présentiel, il est très motivé pour le continuer. Lui, il aimerait bien le continuer. Il était là aujourd'hui à la fac. Aujourd'hui, c'est con, hein. Il était là, il était motivé, etc. C'est juste, j'ai pas le droit de vous dire d'y aller, quoi. Voilà. Et à lui non plus. Il y a le moindre problème, j'ai pas le droit, quoi. Il faut des convocations, etc. Et voilà, c'est très malin, quoi, tout ça. Alors, du coup, voilà, je sais pas si j'ai trop parlé. Alors, le présentiel va répondre. Je sais pas. Est-ce qu'on essaye qu'ils reprennent? Oui. Monsieur, vous pouvez revenir pour l'organisation des CC parce que du coup, j'ai pas tout compris. Alors, les CC, c'était en début de séance, j'en ai parlé vite fait. C'est juste que les CC, donc, c'est interdit de faire des CC en présentiel. Ça, c'est clairement marqué sur le mail que j'ai reçu de la fac, ce qui est étrange parce que du coup, on aurait le droit éventuellement de faire des... Ça, je vois pas comment on a le droit de faire des TD si on n'a pas le droit de faire des CC. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des CC. Ça, c'est sûr. En fait, on peut pas imposer à tout le monde de venir en présentiel. On peut leur laisser le choix, mais pas leur imposer. C'est pour ça que les CC sont interdits. Là, ça a l'air même... en gros, j'ai l'impression qu'ils veulent pas, qu'il y ait des gens. Ce soutien pédagogique, en général, tu vois, ils disent vraiment c'est des gens avec des difficultés. En fait, soutien pédagogique, normalement, ça n'inclut pas les TD. Mais bon, j'ai envoyé un mail au responsable de l'enseignement du département des mathématiques. Donc lui, il va me dire oui ou non, c'est tout, parce que le mail de la fac, donc quand je dis un mail de la fac, c'est de la direction de la fac qui correspond à toutes les UE, donc tout le site DOUA et médecine. Donc, autant te dire que ça sert à rien que je leur envoie un mail, ils s'en foutent de moi. Bref. Donc, en tout cas, les CC, ça c'est sûr et certain, on n'a pas le droit de les faire en présentiel. Donc, on ne les fera pas en distanciel parce que ça n'est pas quelque chose de très correct, selon moi. Donc, j'attends de les faire en présentiel. L'idée étant, donc préparez-vous, si vous voulez, on va les faire à la rentrée. La semaine de la rentrée, il y aura un CC. La rentrée des vacances ou la rentrée du confinement? La rentrée c'est les mêmes, non, du coup? Non, parce que le confinement, on reprend le 3 mai et les vacances, on reprend la semaine d'avril, je sais plus, le 28, je crois, ou le 26. Je sais pas, comment ça se fait? Vous avez une semaine de plus, vous? En fait, on a une semaine de vacances, enfin, nous, on n'a qu'une seule semaine, mais sinon, là, à la fin de la semaine, ils sont en vacances scolaires, tout le monde, pendant 2 semaines. Et après, une reprise partielle pour les primaires et maternelles la semaine de la rentrée. Non, plus grand, je pense. Non, collège-lycée, ils n'ont pas le droit, je crois. Ouais, non, mais les petits, c'est sûr que non. J'en ai 2 à la maison, je peux te dire qu'on les a chez nous. Enfin, bref. Non, mais après les vacances, en fait, il y a reprise pour eux. Bah ouais, après, là, il y a 3 semaines, en gros. 3 semaines. Et après, ça. En fait, c'est seulement les petits qui peuvent reprendre à la rentrée des vacances. Nous, on reprend le 3 mai. En présentiel, je parle. Enfin, à la fin du confinement, c'est le 3 mai. Les lycées, vous, normalement, vous n'êtes même pas... Si tu veux, ce que je veux dire, c'est que c'est même pas ça, parce que, en gros, normalement, il a fait des trucs pour les collèges, lycées et les petits, mais vous n'êtes même pas dans ces cases-là, tu vois. Et quand tu écoutes le discours de Macron... Je suis d'accord. Donc après, c'est pour ça que moi, si tu veux, derrière, j'attends les mesures de la fac, parce que eux, les mesures de la fac, ils me sortent tout et n'importe quoi, tu vois. Qui n'a rien à voir. Donc je suis là, je fais OK, bon, je sais pas. Donc attends, je vais regarder ce que tu me dis là. Je vais regarder l'agenda. Parce qu'en soi, le confinement officiel se termine, le 3 mai, on peut reprendre, mais pas avant, officiellement, sauf pour les primaires et maternelles. Donc normalement, voilà, les primaires et tout ça, ça reprend le 26 avril. C'est ça. Mais moi, je vois pas pourquoi vous seriez encore bloqué là, vous.
Parce que le confinement officiel avec attestation, c'est vraiment jusqu'à la fin de la semaine. Genre, c'est 4 semaines entières, le confinement officiel. Ouais, mais après ça, moi, j'ai des convocations, tu vois. Bon, après, sauf si... bon, écoute, on va voir ce qu'ils disent. On part du principe que c'est la semaine du 26, du coup, si on a un CC. Préparez-vous pour la semaine du 26. D'accord. Parce que si... C'était pas clair. En gros, si j'ai le droit, je serai obligé d'en mettre un là, parce que si vous voulez, ce que je vais éviter, c'est que vous fassiez une semaine de CC2, la semaine d'après CC3 et la semaine d'après le CT. C'est ce qui risque d'arriver, malheureusement. Mais si je peux arriver à mettre 2 semaines d'écart entre le CC2 et le CC3, j'imagine que ça vous arrange. Voilà, je sais pas. Et du coup, si on se retrouve à faire d'affilée, les TP sautent. On est d'accord? Enfin, si non, ce sera certainement sur les créneaux de TD. Donc, par exemple, le mercredi de 14h à 15h30. Et les TP, c'est les créneaux du CM, c'est ça? Alors, TP, là, ce que j'ai devant moi, j'ai la semaine du rien du tout. Attends, la semaine du 5 mai, j'ai un TP le mardi de 14h à 17h15. Donc, c'est TD. Donc, la semaine du 4 mai, celle où tu dis qu'on reprend, Oui. Y a les créneaux pris sont ceux des TD, que ce soit pour un CC ou pour les TP. Et après, il y a la semaine du 10 mai où là, il y aura les TP sur les créneaux des TD. Et éventuellement, je mettrai un CC sur le créneau du CM, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Donc, pour l'instant, vous engagez pas, si c'est possible, sur les créneaux habituels de CM et TD parce que je risque de devoir les remplir. Voilà. Après, si jamais vous avez des trucs particuliers de stage ou je sais pas quoi, il va falloir composer avec ça. Mais en gros, moi, c'est là où je vais mettre les CC, quoi. Normalement, je vais essayer de les mettre à des endroits J'aimerais bien, idéalement, pouvoir mettre un TD la semaine donc du 26 avril, donc à la place d'un TD. Voilà. Le dernier TD qui est le 28 avril, je crois. Je sais pas si c'est le dernier, mais je crois. Là, j'aimerais qu'il y ait un CC. Oui, c'est bien le 28. Voilà, c'est ça. Donc là, j'aimerais bien qu'il y ait un CC le 28. Et après, soit je mets un CC le 5 mai aussi, c'est-à-dire le mercredi d'après. Vote si on a d'ici là la possibilité. Mais voilà. Et dans l'hypothèse du coup où le présentiel ne reprend pas dans la semaine du 3 mai, on fera bien le 5 et le 12 en gros. Ouais, voilà. Ok. 5 et 12. Et après, je peux pas vous communiquer la date du CT. Je comprends pas pourquoi. Donc, je vais pas vous la donner, mais je vais vous donner la semaine où il est. Faut que je regarde à 2 secondes. Enfin, je peux pas vous le communiquer parce que je pense qu'ils veulent pas que, comme c'est pas fixé, voilà. N'empêche que quand même, n'empêche que ce sera fin mai. Ok? Donc, a priori, ce serait la semaine du 24 mai. Voilà. Et après, il y aura la deuxième session. Voilà. Mais sinon, en mai, c'est fini. Après, Mélanie disait, excusez-moi, j'avais pas Discord devant les yeux, donc on a le droit d'avoir les sessions présentielles le 3 mai. Oui, normalement, ouais. Mais là, ils se reprennent que en mai, en présentiel, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas, moi j'ai pas, je regarde le discours de Macron, le mec il a parlé, moi j'ai compris quoi? J'ai compris la fac, ça bouge pas en fait. Voilà. Ce que j'ai trouvé très particulier. Puis, tu me mets les enfants à la maison, mais par contre, la fac, il n'y a pas de problème. Je trouvais ça quand même très spécial. Mais maintenant, moi, c'est ce que j'ai compris quand il a parlé. Après, peut-être que je suis un peu con, parce que c'est le cas. En fait, il y a eu une allocution le lendemain de Macron. Ils ont parlé, les ministres. Ouais, mais ils sont fous, quoi. Enfin, en fait, c'est là où ils ont parlé de la fac. C'est que ils sont jobards. L'autre, il parle pour dire n'importe quoi, et après, il reparle. Je peux pas passer ma vie à écouter des gars qui parlent. Ils sont quand même assez marrants. Enfin, bon, bref, ça, c'est autre chose, c'est la politique, mais ça me rend fou que tu aies quand même un président qui dit un truc pour qu'après on dise autre chose. Parce qu'au final, c'est ça. Moi, ce que je reçois comme mail, c'est pas ce que j'ai entendu par Macron. Donc après, tu dis c'est Castex, c'est ça, qui a précisé. C'est ça, oui. D'accord.
Je n'ai pas écouté son discours à Castex. Non, mais de toute façon, la fac, ils nous ont tellement délaissés que personne ne sait ce qu'on fait, en fait. Bah écoute, après, je pense que ce qui est compliqué, c'est que ils disent, tu sais, parce que tu as plusieurs couches. Hein. Tu as le président. Là, rien que déjà au niveau de président et Castex, ils disent pas le même truc. Donc, ok, super. Et après, tu as le rectorat. Et après, tu as le directeur de la fac. Et à la fin, moi, mon chef, c'est bon, mon vrai chef, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Donc, tu as compris que ça sert à rien que j'envoie un mail. Mais mon chef dit que je veux pas voir quelqu'un. Ben, même si Macron a dit autre chose, je peux pas. Voilà. Donc, on attendait des réponses de lui qui sont arrivées dans le week-end. Voilà. Donc, voilà. Alors, Riziane qui dit dans un autre UE, le professeur a repoussé la semaine du 3 mai. Ouais, donc, ben, alors, il y a des grandes chances que ce soit ce que je dois faire. De toute façon, tu connais le professeur ou pas? C'est Son nom de famille Petro, ouais. D'accord, alors Petro Minorescu, et il est champion d'être au courant de tout. Donc, à mon avis, c'est lui qui a raison. Voilà. Parce qu'il s'occupe justement de tout ce qui est organisation. Sachant que lui, son CC, c'était prévu le 12 avril, donc il n'aurait pas poussé aussi loin s'il ne pouvait pas le faire avant. Ouais, donc à mon avis, voilà, on va devoir faire pareil, je pense. Bon, de toute façon, j'ai envoyé un mail, donc on va me répondre hein, dans 2-3 jours, quoi. Voilà. Mais bon, ouais, dans ce cas-là, ben, on part sur le 3 mai. Hein. On partira sur 3 mai. Et voilà. Bon, de toute façon, en gros, hein, je vous le dis comme ça, c'est simple. Le premier CC, ça va être variable aléatoire, convergence en loi, tout ça. Chaîne de Markov. Le dernier CC, le CC3, ce sera tout ce qui est statistique. Ok, donc c'est très cloisonné. Comme ça, vous pouvez réviser par bloc et vous dire de toute façon pour le prochain CC, ce qu'on fait là, les statistiques, c'est pas au programme, mais tout le reste y est quoi. Pas le dénombrement. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis bah désolé pour le flou artistique, hein, mais voilà. Oui. Pardon? Les notes du CC1, je peux les passer dans la semaine et je sais pas trop si comment je peux faire. Je sais pas si tout le monde voudra sa copie et ce qui sera impossible que je le fasse hein, parce que c'est beaucoup trop long. J'ai pas de scanner et tout, donc voilà. Mais s'il y en a pas trop qui la veulent, je pourrais les scanner quoi. Donc je sais pas trop. Je corrigerai et je poserai la question de savoir si les gens sont intéressés et selon le nombre de réponses, je vous dirai à quel point c'est possible. Quoi. Voilà. Ok. Voilà. Allez. Eh ben, écoutez, bonne soirée et puis à demain matin.